pourrait être utilisé là-bas. Peut-être pouvez-vous faire le lien, monsieur le maire, monsieur le président, je m'adresse aujourd'hui au président, le lien, parce que ce qui pour nous ne sert plus, pour eux serait d'une utilité extraordinaire, et pour aider à la former à ces matériels-là, peut-être pourrions-nous accueillir des médecins et les former, soit ici, soit là-bas. Monsieur le maire, la pierre est dans votre jardin. Alors, je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on parlait des chrétiens d'Orient, on tournait la tête. C'est la vérité, c'est ce que nous avons ressenti. Depuis septembre 2013, depuis qu'on se bat, on nous a même reproché de dire qu'ils étaient persécutés. On nous a même reproché de dire qu'il y avait une épuration religieuse. Pourtant, aujourd'hui, on voit qu'il y a un risque de contagion. On a parlé d'Irak et de la Syrie, mais l'Égypte est concernée, la Libye, le Sahel, et demain c'est le Liban. Il y a des combats aujourd'hui au Liban. Et la Jordanie, le Maghreb en particulier, la Tunisie, mais la Syrie, mais aussi Israël. Mais au-delà de cette zone, vous croyez que la France n'est pas concernée? Vous croyez que la France n'est pas aujourd'hui en première ligne? Mais moi je vais vous dire comment elle est en première ligne. Parce que nous allons être des prochains points de confrontation avec les barbares. Les groupes terroristes qui ont frappé, ils continueront de frapper. Est-ce que vous savez combien de Français combattent là-bas? Combien de Français sont concernés? Les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est 1700, 1600, 1700, 1800. Ils vous disent un tiers est déjà revenu. Un tiers est déjà revenu. Un tiers est en transit. Et un tiers est là-bas. Eh bien, les informations que l'on a nous montrent que c'est faux. Je suis allé visiter le CLAT, le centre antiterrorisme, qui reçoit les appels. Je suis allé voir comment ils travaillaient, dans quelles conditions. Bon, je passe sur le fait qu'ils ouvrent de 9h à 17h, qu'avant il n'y a rien, qu'après il n'y a rien. Je passe sur le fait qu'il n'y ait pas d'arabophone pour prendre les appels, et c'est un problème. Je passe aussi sur le fait qu'ils ont finalement peu de moyens. Ils font un travail utile, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Beaucoup de convertis parmi les chrétiens. Et ce sont des conversions express parmi les musulmans, pardon, qui vont combattre avec Daesh. Conversion express. À l'époque d'Al-Qaïda, c'était quelques centaines de Français qui étaient concernés. Aujourd'hui, on parle de milliers et de milliers de Français. Milliers de milliers de Français qui veulent aller en Syrie et en Irak. Et encore plus nombreux sont les Français qui subissent la propagande à partir du sanctuaire que constituent l'Irak et la Syrie. Ces milliers de Français, ils convertissent ici en 3 mois. 20%, 40% selon les chiffres de l'UCLAD, mais 20% de convertis parmi les combattants de Daesh, des familles catholiques, parfois même des familles très catholiques, souvent des jeunes, de plus en plus jeunes. En 3 mois, on a converti un gamin ou une fille, et le voilà en Irak. Il est passé à l'acte. Et les filles, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles pensent qu'elles vont épouser un Superman. Et elles se retrouvent dans des bordels organisés. Parce que c'est ça, le sort qui les attend. Le problème, c'est que les familles ne savent pas comment répondre à cette urgence. En 3 mois, votre enfant, 3 mois avant, il sortait, il buvait de l'alcool, ce qui était autorisé, il faisait la fête avec les filles, et vous tournez la tête et le voilà parti. Il faut être attentif parce que ça peut vous concerner. Ça concerne toutes les classes sociales, ça concerne toute la société française. Et le phénomène de conversion suivi de radicalisation, eh bien c'est un phénomène beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Parce que nous faisons des erreurs. Parce que la communauté internationale fait des erreurs. La première erreur, je ne vais pas revenir à l'intervention de George Bush, fils, en Irak. Il faudrait en parler. On va rester sur l'histoire récente. La première erreur sur laquelle on avait alerté le gouvernement français, et je peux dire qu'on a tout fait, on a tout essayé pour qu'ils nous entendent. Et pourtant, on voit Fabius, on a vu plusieurs fois Fabius en tête-à-tête. On va à l'Élysée, on rencontre les conseillers de François Hollande, on rencontre les conseillers de Manuel Valls, on rencontre aussi les conseillers du ministre de l'Intérieur. On leur a dit, ne laissez pas tomber Mossoul. Si Mossoul tombe, Daesh, qui est un petit ramassis local, sera un problème international. Parce qu'à Mossoul, il y avait des armes, il y avait de l'argent, il y
pétrole. Mossoul est tombé. Daesh, c'était 10 000 soldats entre l'Irak et la Syrie en juin. Aujourd'hui, ils sont entre 70 000 et 80 000. Beaucoup d'étrangers. En Syrie, les étrangers, 60% des combattants de Daesh. En Irak, on estime à 40%. Ce sont des chiffres invérifiables, mais ce sont des chiffres qui circulent. Ce sont des étrangers qui combattent aujourd'hui, dont des Français, dont des Européens, dont des Occidentaux. Un jour ou l'autre, ils reviendront bien chez nous, ces étrangers. Vous croyez qu'on peut les contrôler? Vous croyez que nos services sont capables de les contrôler? Mais je vais vous faire une confidence. Notre seuil maximum de contrôle, c'est 3000 personnes. On ne peut pas aller aujourd'hui, en l'état de nos moyens, on ne peut pas aller au-delà de 3000 personnes. Parce que quand on contrôle quelqu'un, quand on suit quelqu'un, il faut l'écouter, il faut traduire jour et nuit, il faut le suivre, il faut écouter l'entourage. Le problème, c'est que quand on a dépassé ces 3000 et qu'on a de nouveaux identifiés, eh bien, on épure, on enlève, on écrète, et on fait redescendre au niveau local, départemental, le suivi de ces gens. Mais c'est ce qui s'est passé pour les derniers terroristes. C'est qu'ils sont sortis du contrôle central et ils ont été remis à un contrôle départemental qui n'est pas aussi pointu, parce qu'ils font tout, du trafic de drogue, du renseignement, sur d'autres domaines. Ils ne sont pas spécialisés dans le terrorisme. La vérité, c'est qu'on est incapable aujourd'hui de contrôler tout ce que font ceux qui sont partis, s'ils reviennent. On fait une deuxième erreur, c'est Palmyre. Pourquoi on n'a pas bombardé Palmyre? On n'a pas bombardé Daesh pour Mossoul parce qu'on ne voulait pas renforcer Al-Maliki, c'était le Premier ministre de l'époque. On lui reprochait de soutenir les chiites et de soutenir l'Iran plutôt. On lui reprochait son soutien à Bachar al-Assad, on lui reprochait aussi de malmener ses sunnites. Et donc on a dit, il va se débrouiller. Ben, il va se débrouiller, c'est nous qui payons les pots cassés. Eh bien Palmyre, c'est la même chose. On ne bombarde pas Palmyre, on aurait pu arrêter l'avancée de Daesh à Palmyre. On ne l'a pas fait parce qu'on ne veut pas avoir l'air de cautionner Bachar el-Assad. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que Palmyre tombée, la route de Damas, la route des frontières avec l'Irak, les derniers puits de gaz sont entre les mains de Daesh qui contrôle aujourd'hui 50% du territoire syrien et toute la production de gaz et de pétrole. Ils contrôlent aujourd'hui toute la frontière avec l'Irak. Le problème, c'est qu'on est en train de voir un monstre se développer. Ils nous font une guerre totale et nous, on se demande comment on va réagir. Et la conférence qui a eu lieu à Paris, pardon de le dire, c'est une mascarade. Ça ne résoudra rien. On est en train, aujourd'hui, non pas d'armer nos ennemis, mais de laisser faire une situation qui va nous exploser au visage. Et je vais vous parler de la dernière erreur, parce que celle-là est encore plus grave. Vous voulez savoir ce qu'on essaie de nous dire? Vous voulez savoir ce que des pays du Golfe, ou bien la Turquie essaie de nous faire croire? Ils essaient de nous faire croire qu'Al-Nosra, c'est une filiale d'Al-Qaïda, qu'Al-Nosra et d'autres milices islamistes en Syrie, parce qu'ils combattent Daesh, eh bien il faut les soutenir. C'est le problème, c'est qu'ils oublient que l'Occident est finalement toujours la dernière cible des islamistes et que les États-Unis finissent toujours par payer le prix de ce marché de dupes, comme l'Afghanistan nous l'a prouvé dans le passé. Nous continuons à jouer avec le feu et il faut maintenant avoir le courage de reconnaître que notre stratégie nous entraîne vers le chaos. Alors, je ne vais pas aller au-delà parce que j'avais préparé encore il y a d'autres pages, je ne vais pas faire un cours de géopolitique. Il faut maintenant une intervention au sol. Je vais résumer ce que je souhaite dire. Il faut s'entendre avec des pays aujourd'hui, voisins, faire une alliance, même contre nature. On a su s'allier à Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on a su s'allier au père de Bachar el-Assad, qui était pire que son fils. Son fils, c'est un dictateur. Le père, lui, avait tué des Français. Il avait massacré des Français, des attentats de Drakkar, l'ambassadeur de la Marne. Et pourtant, on a sacrifié le Liban pour qu'il soit dans la première guerre du Golfe. Pourquoi? Parce qu'on avait considéré que c'était essentiel d'arrêter à l'époque Saddam Hussein pendant la première guerre du Golfe. Aujourd'hui, on a Daesh. On n'est pas capable de s'entendre avec les Russes. 70% des chrétiens d'Orient sont orthodoxes. Les Russes ont des intérêts
on n'est pas capable d'avancer avec l'Iran. On le fait en catimini du bout des lèvres pour ne pas fâcher nos alliés sunnites. Mais qui combat aujourd'hui en Irak et qui va reprendre certains coins stratégiques? Ce sont les Iraniens, c'est le Pasdaran, ce sont les milices iraniennes. Il faut qu'à un moment donné, on se dise, on arrête de jouer avec le feu. En Irak et en Syrie, il faut une intervention au sol et il faut s'appuyer sur des troupes au sol. Il faut obliger Bachar el-Assad à s'entendre avec l'opposition syrienne démocratique. Il faut obliger cette alliance pour qu'ensuite on se retourne contre Daesh. Après, on s'occupe de Bachar. Mais gouverner, c'est décider, c'est choisir quel est le principal danger. Si le danger qui nous menace en Afrique, au Sahel, en Libye, en Égypte, en Syrie, en Irak, demain au Liban, on parlera tout à l'heure du Liban, en Jordanie, et sur notre sol, avec des attentats massifs, si c'est ça le principal danger, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons plus le choix. Il faut qu'aujourd'hui, nous soyons lucides pour revoir nos alliances. Et je vais dire un mot sur la Turquie. Je ne vais pas parler des pays du Golfe. Ils jouent avec nos nerfs, ils jouent avec nos intérêts, ils jouent un double jeu, et on le sait. Et l'Arabie Saoudite est bien punie, parce que jusque-là, elle soutenait certains islamistes, et elle a arrêté parce que le calife de Daesh a décidé que c'était lui le chef des musulmans. Donc il contredisait le rôle du roi d'Arabie Saoudite. Mais est-ce qu'on sait ce que fait le Qatar? Mais on peut parler maintenant de la Turquie, parce que là, c'est un sujet qu'on ne peut plus éluder. Pourquoi nous n'arrivons pas, nous occidentaux, à remettre des points sur les i avec les Turcs? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Turquie? Les armes qui vont alimenter Daesh, Al-Nosra et les milices, ils passent où? En Turquie. Les hommes qui vont là-bas, les Français qui vont là-bas, les autres Arabes qui passent et qui vont rejoindre Daesh ou Al-Nosra, ils passent où? En Turquie. Le pétrole que vend Daesh, c'est 800 000 $ à 1 million de dollars par jour de recettes. Couper le pétrole, il s'effondre, sauf qu'ils ont un trésor de guerre aujourd'hui, quelques milliards de dollars. Mais couper le pétrole, vous les affaiblissez. Ce pétrole passe par où? La Turquie. Et on veut nous expliquer que la Turquie n'est pas capable de savoir ce qui se passe chez elle. La Turquie qui sait empêcher des Kurdes d'aller combattre la Kobané en Syrie, qui sait fermer les frontières. Quand il s'agit de soutenir des Kurdes syriens contre Daesh, la Turquie ne sait pas fermer les frontières pour empêcher que le pétrole passe, que des armes passent et que des hommes et des femmes passent. Il y a aujourd'hui un problème turc. Ils veulent entrer dans l'Union européenne, ils sont membres de l'OTAN, et nous n'avons pas le courage de dire aux Turcs, maintenant ça suffit. Si vous continuez, ce sont vos intérêts économiques que nous allons toucher. Je voulais vous remercier pour votre présence, remercier de nouveau le maire et féliciter, vous demander de rester mobilisés. Vous êtes ici nombreux ce soir et c'est effectivement une très belle manifestation, mais c'est votre mobilisation qui continuera d'obliger les politiques. Je ne parle pas du maire qui est convaincu, je le connais assez pour savoir que c'est lui qui est devant. Il est d'ailleurs un des premiers à avoir rejoint la Credo et à avoir soutenu la Credo, mais c'est votre mobilisation qui obligera la diplomatie française à bouger. Merci. Merci Patrick Karam. Je vais maintenant passer la parole donc au père Fête.